Hey, c'est tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour ma 200e review. Déjà, merci à ceux qui me suivent encore. J'ai fait déjà plus de 200 reviews, mais mon système de numérotation a eu beaucoup d'irrégularités qu'il est trop tard pour corriger. Je note d'ailleurs que mes premières reviews n'ont pas disparu. Puisqu'elles sont beaucoup moins bien que ce que je fais maintenant, je les ai mises en non répertorié, mais toujours accessibles dans une playlist. C'est juste un petit tri pour que ceux qui veulent découvrir ma chaîne tombent sur des vidéos de meilleure qualité. Pour ma review 50, j'ai parlé d'Optimus Prime G1 avec nombre d'autres reviewers. Une review que j'ai pas vraiment faite puisque c'est même pas moi qui présente la figurine. Ma review 100 portait sur Optimus Robots in Disguise que j'avais cette fois-ci dans un état neuf et dont le contexte était présenté par Shockwave. Le numéro 150 n'a rien de particulier puisqu'il est tombé pendant mon Devastator December. Et même si j'ai déjà sorti jusqu'à ma review numéro 210, vous pourrez vérifier que Hot Rod Studio Series est numéroté 199 et Rodimus Kingdom qui a suivi est le 201. J'ai repoussé volontairement cette review de 100, mais on y est enfin. Et aujourd'hui, j'accueille Magnus pour cette review. Et je commencerai avec une question. Si je te parle de molds et de figurines emblématiques de la franchise qui conviendraient pour célébrer ces 200 reviews, qu'est-ce qui te viendrait en tête? En presque 40 ans de Transformers, c'est vraiment difficile de dire quelles figurines, quels molds sont les plus marquants, mais j'en ai quand même quelques-uns qui me viennent en tête. Tout d'abord, dans la G1, impossible de ne pas parler d'Optimus, le Transformer par excellence, une transformation simple et efficace qui sera reprise et perfectionnée via de nouvelles figurines s'inspirant toujours des fonctionnalités du jouet original. Les bras sur le côté, la tête qui sort du dessus du camion, les jambes qui forment la partie arrière, etc. etc. Le genre de choses qui est commun à pratiquement tous les Optimus existants. Mais côté G1, j'aimerais aussi parler des Seekers, car eux aussi ont eu une portée énorme. Déjà, pas loin de 6 personnages différents, si l'on compte les Coneheads, l'ont utilisé dans la G1, et là aussi, on trouvait certains mécanismes qui ont perduré dans le temps pour toutes les nouvelles versions de Starscream et des autres Seekers. Une évolution majeure a eu lieu pour moi avec l'arrivée du MP-01, le premier masterpiece d'Optimus Prime, et le premier masterpiece tout court d'ailleurs, qui lui aussi aura marqué de son empreinte la franchise par sa haute qualité pour l'époque, et aussi une nouvelle étape dans la complexité des Optimus, influant en grande partie par exemple sur le jouet leader class du personnage dans la gamme du premier film, notamment au niveau des mains. Puis arriva ce fameux MP10 qui, bien que plus petit que le MP01, était bien plus réussi globalement et s'établit pour devenir la version ultime d'Optimus G1 à ce jour, selon moi, et ce alors même qu'une nouvelle version est sortie récemment, le MP44, qui ne le surpasse pas à mon sens. Mais du côté des autres jouets, j'aimerais aussi évoquer l'importance sans doute financière pour Hasbro du mold Bumblebee du film de 2007, repris à d'innombrables reprises et qui lui aussi influença tous les Bumblebee des films jusqu'à The Last Night, rapportant sans doute un paquet de millions de dollars à Hasbro. Enfin, sur le plan plus personnel, j'aimerais citer certains molds qui me tiennent à cœur, à commencer par le mold du laser Optimus Prime de la G2, recoloré en Scourge début des années 2000, la première version d'Optimus avec un camion à nez long. Dans un tout autre registre, j'aimerais également citer Unicron et Primus des gammes Armada et Cybertron, deux très gros jouets, certes imparfaits, en particulier pour Unicron, mais qui étaient la première tentative de proposer des figurines de ces figures majeures de la mythologie de la licence, restant pour longtemps des références, Unicron étant recoloré et recommercialisé jusqu'en 2016, de même pour Primus jusqu'en 2017, et une surprenante apparition dans la gamme de jouets de The Last Night. Un petit mot aussi pour la gamme Animated, remplie de molds géniaux et ultra fidèles à la série, ou encore les First Edition de Transformers Prime, qui là aussi font un taf incroyable à ce niveau. Et enfin, histoire de ne pas passer pour un vieux con, j'aimerais aussi souligner la qualité de certains molds récents, en particulier dans les gammes comme Titan's Return, Siege ou encore Kingdom, qui ont su moderniser des personnages de la meilleure des manières. Bref, des molds marquants, il y en a des tas, et ça mériterait une vidéo à part entière. Mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Effectivement, ce sont tout autant de figurines marquantes, des monuments incontournables de la franchise. Je veux juste te remercier de m'avoir flatté en parlant d'Optimus Laser. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à mon nouveau design. Blague à part, je suis d'accord avec ce que tu dis, je note juste deux molds qui me paraissaient évidents lorsque j'ai pensé à ce genre de jouet. Les classiques Optimus et Starscream. Ils ont beau être dépassés maintenant, ce qui est discutable pour Starscream avant le Earthrise, ils ont eu tellement de repaints qu'il y en a facilement pour tous les goûts. Et pour Optimus, je pourrais presque dire qu'une collection est incomplète s'il n'y a pas au moins une version de lui sur les étagères. Mais comme tu l'as dit, le MP10 est un mold mythique. Là encore, le nombre de repaints aide à l'avoir d'une façon ou d'une autre, et on va voir qu'il en vaut la peine. Le MP10 est sorti au Japon le 24 septembre 2011, et comme l'a dit Magnus, est la deuxième version d'Optimus dans cette gamme. Il a continué une nouvelle échelle pour les masterpieces plus cohérentes, commencé avec le MP03 Starscream et le MP09 Rodimus, et qui continue encore aujourd'hui avec les masterpieces G1, même si beaucoup de personnages ont droit à des nouvelles versions plus proches des intentions actuelles de la gamme.
Le MP10 est plus petit que le MP01, le premier Optimus MP, et a un style différent avec un aspect plus arrondi et mieux fini, ce qui se voit dès le mode camion. J'ai décidé de parler pour l'occasion du Masterpiece Optimus Prime édition Ecto35, numéroté MP10G et sorti dans la gamme collaborative. Oui, il fait techniquement partie des gammes Masterpiece Hasbro et collaborative en même temps. Et l'univers auquel il est lié est celui de Ghostbusters, à commencer par cette magnifique boîte aux dimensions impressionnantes. Sa forme est unique et le style est assez travaillé. On voit 4 lanières repliées aux 4 coins qui servent à porter la boîte dans son dos. Et la raison pour laquelle on voudrait faire ça, c'est pour exposer le Proton Pack que forme le dos de la boîte. Je trouve l'idée amusante, même si je ne l'utiliserai jamais. Je préfère garder la boîte dans cet état, c'est plus pratique pour le rangement. En tout cas, les détails sont beaux, même si ça n'est qu'une boîte en carton. Avant de parler d'Optimus, je vais faire un tour des accessoires, comme j'ai fait pour Scorponok l'année dernière, du plus petit au plus grand. Le plus petit est Slimer, un fantôme vu dans le premier film et un repeint de la version qui venait avec Ectotron, le premier collaboratif Ghostbusters. Il est fait en plastique souple et pas entièrement en verre avec des détails supplémentaires sur le visage qui le rendent affreux. De tout le set, c'est de loin ce qui m'intéresse le moins. Ce petit bloc bizarre est l'arme d'Optimus. Elle se comprime comme ça pour aller dans son dos, mais ici on a droit à une pièce supplémentaire accrochée au bout pour une fonctionnalité qu'on verra plus tard. Un simple bouton permet de déplier le canon et la poignée de l'arme sur ressort et on peut la refermer très facilement. Ensuite, on a Roller, le drone qui donnait une fonctionnalité supplémentaire à la remorque G1 d'Optimus. On a un logo Ghostbusters à l'avant, une petite touche bien sympa. Et on a beaucoup de possibilités avec lui. Déjà s'il a des sièges, c'est pas pour rien. On a une ouverture devant le premier siège sur la gauche pour y mettre un passager qui ne doit pas être beaucoup plus grand qu'un Titan Master. Par contre, rien pour les sièges arrière. Ensuite, on peut placer l'arme d'Optimus en position ouverte à côté de ce gyrophare transparent, après avoir ouvert une petite plaque qui se camoufle alors en réservoir additionnel à l'arrière. Et si on retourne la pièce du gyrophare, on fait apparaître un port plus grand, avec un petit port à côté qui peut accueillir l'arme en position fermée, peut-être totalement par hasard. Et cette attache plus grande permet à Roller de tirer la remorque d'Optimus comme on le voit faire dans le cartoon, mais avec des couleurs évidemment différentes. Même si je suis certain qu'il y a déjà eu une erreur de coloration qui a permis d'avoir cette image exacte dans un épisode. Mais ce n'est pas tout. J'ai présenté les fonctionnalités de Roller, mais pas son accessoire. Et oui, Roller vient avec un déguisement qui permet de le changer en piège à fantôme. Il faut juste poser la pièce dessus et ça tient assez bien. On a un port pour placer Slimer sur le piège, et on perd les fonctionnalités de l'arme et de l'armorque à cause de la poignée. Optimus vient avec un autre accessoire qui était déjà sur Ectotron, ce truc plein de fils et de machins partout. Il est constitué de 2 parties, l'une qui formait le toit de l'Ecto 1 et l'autre qui est une nouvelle pièce. On a quelques détails dessus et j'aime l'aspect compliqué et artisanal que ça donne. Et cette pièce sert d'adaptateur pour mettre tout ça sur la remorque, sur une ouverture déjà présente sur les autres versions. L'idée est géniale. On a donc plus qu'un simple Optimus avec des couleurs bizarres. On a un véhicule qui pourrait passer parfaitement comme camion d'intervention des Ghostbusters, et je trouve ça génial. On s'éloigne un peu du thème des collaboratives, qui est de reprendre des choses connues et de leur donner un mode robot, et on s'approche plus d'une nouvelle version des franchises concernées, supportée par des figurines. La pièce supplémentaire de l'arme permet de la placer sur le côté de cette pièce sur le dessus de la remorque. C'est d'ailleurs le seul placement possible qui ne nécessite pas d'enlever la pièce rajoutée au bout. On peut donc continuer et parler d'Optimus en lui-même. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une réutilisation du mold d'Optimus MP10, la première que j'ai, et je suis très satisfait d'avoir enfin un mold si important dans ma collection. Je ne cherche pas à avoir le tas de Transformers le plus imposant ou le plus complet qui soit, mais certaines pièces me paraissent simplement incontournables. Bien sûr, le camion est énorme. L'échelle Masterpiece est plus grande que l'échelle Generations à laquelle je suis habitué. Et contrairement à la version Earthrise d'Optimus, que je dois absolument présenter bientôt, la remorque est bien proportionnée par rapport au camion. On a un véritable monument devant nous, et je trouve presque triste que certains soient assez blasés par ce mold pour ne pas voir à quel point il est imposant et bien fait. Je dis bien fait, mais même s'il me plaît beaucoup à présent, ce camion m'a toujours paru trop rond. J'ai grandi avec le MP01 comme référence pour Optimus, et voir un camion si arrondi et si fermé m'a longtemps paru étrange, comme si Optimus ne devait pas ressembler à ça. C'est un thème qui reviendra souvent pour cette review, mais l'inexactitude du MP10 par rapport à ma représentation d'Optimus G1 ne me dérange pas ici, puisqu'il n'a pas les couleurs d'Optimus. Comme j'ai dit plus tôt, on peut le voir comme un camion réel qui aurait pu apparaître dans un film Ghostbusters. Et l'aspect rond de cette cabine montre à quel point le mold arrive à la construire. De tout l'avant, il n'y a que les vitres qui ne bougent pas entre les deux modes et les autres pièces permettent de donner une allure très reconnaissable au camion. D'ailleurs, pour parler des couleurs, je trouve assez impressionnant que la ligne rouge sur le côté ne soit pas peinte. Cette ligne qui est argentée sur l'original est un point important du design d'Optimus à mon sens,
qui a été réellement pensé et fabriqué sur la figurine. Tout comme le logo Autobot sur le côté, qui est moulé et peint. Le logo Ghostbusters est présent de l'autre côté, mais bien sûr il est juste posé sur une surface plane. Concernant les couleurs, les vitres vertes ne doivent pas plaire à tout le monde. Par contre, le chromé est toujours une bonne touche, même s'il faut faire attention à ne pas laisser nos empreintes partout dessus. La plaque reprend l'idée de l'Ecto 1 et renforce cette impression de véhicule appartenant réellement à la franchise. Les pneus sont en caoutchouc, mais je trouve que la couleur n'est pas la meilleure. J'aurais préféré des pneus d'un noir plus conventionnel. On voit par contre quelques défauts du mold, notamment l'arrière trop épais et le bassin pleinement visible. En plus, on peut remarquer des traces d'usure des plaques de moulage, puisque certaines pièces ne s'alignent pas bien. Les jambes refusent de rester attachées l'une à l'autre si les réservoirs sont clipsés au bassin ou si les pieds sont attachés. C'est un peu dommage, mais c'est directement lié à l'utilisation trop importante du MP10. Pour ma review de Warpath, j'ai parlé du fait que les jouets G1 avaient été interprétés en modèles d'animation qui servent à présent de référence pour les figurines. C'était un peu le cas pour les Masterpiece jusqu'à récemment, où on avait un mélange des jouets et des modèles d'animation. On peut donc voir les similarités entre les deux Optimus G1 et le MP10. Passons maintenant au plus gros du mode alternatif, la remorque. Cet accessoire énorme que personne ne sait où ranger, mais qui fait très plaisir lorsqu'on commence à jouer avec. Ici, la remorque perd la ligne habituelle et son logo Autobot pour gagner une publicité pour les Ghostbusters et un dessin qui rappelle l'Ecto 1. J'aime beaucoup les éclaboussures vertes et leur absence à l'avant ne me dérange pas puisque je vois ça comme une décoration du véhicule et pas une salissure réelle. J'aime beaucoup cette remorque et les pièces sur le dessus, en plus de la peinture, la rendent parfaite pour ce qu'elle veut être. Je suis très content qu'elle ait été incluse parce qu'un simple tracteur sans remorque aurait eu moins de sens dans l'univers Ghostbusters. Cette remorque est complète sous tous les angles, avec même une roue de secours moulée dessous. Il n'avait pas à le faire, mais j'adore l'idée. On a également une publicité à l'arrière, qui est parfaite pour un camion réaliste. On peut évidemment ouvrir les portes et sortir la rampe pour y placer plusieurs véhicules, comme n'importe quelle voiture de Luxe Generations, qui se trouve être très proche de l'échelle d'Optimus en mode camion. En tout cas, bien plus que les voitures Masterpiece. Et dans la remorque, on voit rien. Enfin, on a le sol avec de la peinture et des marquages au plafond, mais c'est tout. Rien au bout. Là où le mold montre encore une bonne idée, c'est avec l'utilisation d'un faux fond dans la remorque pour camoufler le drone à l'intérieur, ainsi que les deux postes pour des humains. Il suffit de déployer les pieds en plus sous la remorque pour tenir les côtés, et on a la première configuration ouverte. Et cette base est encore plus grande que la remorque, ce qui est normal, mais c'est toujours imposant à voir. J'aime beaucoup l'intérieur sombre, avec les côtés entièrement peints et le drone en rouge. Les pièces du faux fond sont très épaisses, mais c'est également pour tenir les accessoires. Ça donne un aspect réaliste que j'aime beaucoup, tout comme les nombreux détails moulés un peu partout. Le drone est très beau, avec le cockpit qui s'ouvre, le radar et le bras articulé. Je me répète, mais j'adore ce qu'il donne dans cette couleur. Avec l'anthracite de la base et le blanc à l'extérieur de la remorque, je trouve que c'est parfait. Le port qui sert à placer le truc sur le toit peut se refermer grâce à un petit panneau noir de chaque côté. Mais justement, puisqu'il n'est pas blanc, il serait très visible sur la remorque. Donc autant laisser l'accessoire dessus. Mais on peut aussi sortir le drone, ce qui est la première fonction de cet emplacement. Je suppose que c'est utilisé une ou deux fois dans le cartoon, et je trouve que ça donne bien lorsque Roller prend la remorque. Et justement, Roller peut également y rentrer, mais n'est sécurisé nulle part. Il n'a même pas de rail pour aller droit. Et vu qu'il est moins large que la remorque, il finira bien par rester en biais à l'intérieur. Il ne reste plus qu'une chose à présenter sur ce mode alternatif. Les vitres s'ouvrent et révèlent un petit emplacement qui n'a aucune utilité. Manquerait-il quelque chose à Optimus ? En effet, cette version d'Optimus, par rapport à l'original, ne dispose pas de sa hache ni de la petite figurine de Spike qui pouvait s'installer dans la cabine. Exactement. Alors certes, on a des accessoires en plus, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir inclus Spike au moins. Enfin, est-ce que ça aurait pas été génial d'avoir un Spike habillé en tenue de Ghostbusters pour conduire le Ecto 35 jusqu'au lieu d'intervention ? Quand je vois les emplacements pour humains dans la cabine et la remorque, j'ai l'impression de passer à côté d'un pan entier de la figurine. Et oui, je dis ça alors que le Spike du MP10 est à peu près 2 fois plus petit que l'échelle du camion, qui devrait pouvoir accueillir des humains Human Lions ou Megablocks. Et pour la hache, je sais pas pour vous, mais je l'aurais bien vu en verre transparent, ou à la limite un verre peint comme sur Slimer, pour donner un aspect de fantôme à l'accessoire. J'ai passé bien assez de temps sur ce camion, donc j'enchaîne avec la transformation. C'est une refonte de la transformation classique d'Optimus G1, avec une reprise des idées du MP01 pour les roues et le changement de calandre. Elle semble très simple, peut-être parce qu'elle est connue, mais ajoute quelques détails. On est bien loin des casse-têtes complexes qu'on a maintenant en Masterpiece, pour un résultat qui n'en est pas beaucoup moins bon.
Je veux parler plus en détail de la glissière des jambes qui se bloque en position ouverte. N'essayez pas de la refermer sans appuyer sur la pièce grise derrière le genou, il y a un blocage qui empêche qu'Optimus s'écrase sur lui-même. Comme d'habitude, merci à vous de regarder cette vidéo et si vous voulez me soutenir, le lien de mon Utip est en description. Merci à vous. Comme pour le mode camion, j'ai mis quelques temps avant d'apprécier le robot. Ses bras sont un peu trop longs, je trouve ses mollets trop courts et quelques autres détails ne me plaisaient pas vraiment. Mais je m'y suis fait et ses couleurs aident beaucoup pour que je l'apprécie. Sa tête est très reconnaissable avec un style particulier. Les couleurs ne sont pas parfaites à cause des yeux qui paraissent morts. J'aime bien mettre les antennes un peu vers l'arrière pour ajouter au côté plus organique du mold en général. Ce torse est beau avec la fausse calandre chromée et le pare-choc visible sous les vitres, avec la plaque d'immatriculation au milieu. Malheureusement, la dégradation du mold empêche les vitres de se fermer comme il faut la plupart du temps. La petite étape des pots d'échappement pendant la transformation est un détail que j'aime beaucoup, pour les rendre plus longs et faire disparaître leur retour vers l'intérieur de la cabine. C'est un point que je n'aime pas sur la version américaine du premier Optimus Masterpiece, qui avait des pots d'échappement réduits à un minimum que je n'ai jamais trouvé beau. Le plastique rouge transparent sur les avant-bras et la ceinture est une bonne touche, et le chrome sur tout le bassin donne assez bien. Enfin, les tibias gagnent des aérations rouges qui ajoutent de la couleur aux jambes. Là encore, la dégradation de mold se fait sentir parce que ces pièces ne s'attachent pas toujours bien. Je n'ai pas évoqué la présence de métal dans cet Optimus, mais il en a bien sur le dessus des pieds. La pièce qui tient les deux moitiés du robot est également en métal, mais on la voit que pendant la transformation. Pour rester sur les jambes, j'aime la disparition simple et quasiment complète des roues. Je suis pas spécialement pour la disparition du keyboard, surtout lorsqu'elle implique une transformation bien trop complexe qui ne paraît pas naturelle. Ici, c'est un simple panneau qu'on peut laisser derrière la jambe, mais qui se verrait encore plus, qui vient les protéger en quelque sorte. On devine l'emplacement des roues, mais elles sont cachées et je trouve que c'est une bonne idée. Le reste du dos d'Optimus est très propre. J'ai toujours aimé que les phares arrivent sur les côtés du dos. Pour le reste, le fait qu'il soit entièrement composé de son mode camion lui donne non seulement un dos bien proportionné, mais en plus il n'est pas composé d'une multitude de pièces arrangées au mieux pour qu'on devine une certaine forme. On a un vrai dos, et je sais que c'est un point de discussion assez important pour beaucoup de personnes. S'il y a un reproche qui est souvent fait à ce mold, c'est la longueur de ses bras, ce que je peux comprendre. Ils sont un peu trop longs, surtout lorsqu'il n'est pas en action. Mais on peut utiliser les glissières de la transformation pour les réduire un peu. Le coude se retrouve très proche de l'épaule, mais ça peut améliorer l'aspect général. Il y a un seul accessoire que je n'ai pas présenté. On peut ouvrir les vitres, puis le pare-choc, qui révèle une autre pièce, qui reprend ce qu'on voit dans le film de 86, pour révéler en dessous une matrice. Les détails de la chambre de la matrice sont très jolis. J'aime beaucoup la transformation qui a permis de la ramener ici en un minimum d'étapes bien pensées. Et la matrice est aux couleurs habituelles, à part pour son cœur qui se retrouve vert transparent. La matrice en elle-même est en métal, ce qui lui donne un poids assez satisfaisant en main. Pour les autres accessoires, la pièce sur la remorque se replie en un pack à protons qui s'attache au port dans le dos d'Optimus. C'est une ouverture qui sert à placer son fusil lorsqu'il est replié, mais c'est inutile si on veut laisser le connecteur sur le fusil, puisqu'il ne loge plus dans son dos une fois qu'il y est. Et si Optimus a un pack à protons dans son dos, il n'a pas à ranger son arme. Je trouve l'utilisation de ce port et de celui de la remorque très ingénieuse, surtout que c'est le même peg sur accessoire qui sert dans les deux configurations. C'était pas prévu dans la version originale, mais ils ont fait un kit à leur propre figurine qui utilise ce qui est déjà fait pour permettre d'avoir de nouveaux accessoires. Et le tuyau principal du pack à protons se place sur le connecteur qui serait inutile partout ailleurs, mais il s'attache un peu mal au fusil. Son placement peut le faire se détacher assez facilement. Et si on veut, on peut faire tenir Roller à Optimus par sa nouvelle poignée, mais ça tient plus par chance. Si vous avez un exemplaire particulièrement défectueux, il est possible que ses doigts ne supportent pas le poids de Roller, car contrairement au fusil, il n'y a pas de peg sur la poignée pour le tenir dans la main. Optimus montre bien son âge avec ses articulations. Son cou est sur deux axes qui empêchent une inclinaison sur les côtés. Les épaules ont le problème trop répandu de la rotation située après le mouvement externe, mais j'adore la glissière qui permet de camoufler les articulations.
En plus, le mouvement de l'épaule vers l'arrière pour la transformation aide à compenser un peu le problème de l'épaule mal faite. Le coude ne plie qu'à 90 degrés, là aussi une limitation qui a été dépassée depuis. Les poignets tournent et la main est moins articulée que celle de Rodimus Kingdom, puisqu'il manque le pli au milieu des 3 derniers doigts. L'index peut d'ailleurs se détacher assez facilement sur certains exemplaires puisque le bout est sur une articulation par friction. En parlant de mouvements dépassés par les Generations actuelles, les hanches sont bloquées dans cette ceinture faite d'une seule pièce. Le mouvement vers l'avant ou sur les côtés est très vite arrêté par le bassin, une amplitude plus proche des Generations moins souples ou même de Megatron Red. Comme quoi la notion de figurine bien articulée dépend beaucoup de l'année, et ce qu'on considérait comme excellent à l'époque est maintenant dépassé. Les genoux ne plient pas non plus assez loin et la rotation en dessous est bizarre, même si on en a également une au niveau de la cuisse. Les pieds par contre sont standards aujourd'hui, mais le mouvement vers l'avant est parfois un peu trop lâche. En plus, le pied n'a pas une plante droite lorsqu'on l'ouvre entièrement, puisque l'avant part trop haut. Il aura donc facilement tendance à pencher vers l'avant, voire même tomber. On arrive donc bientôt à la fin et je n'ai plus grand chose à présenter. La remorque peut bien sûr être ouverte pour le robot, ce que je trouve moins intéressant que pour Rodimus, qui a un canon à utiliser dans ce mode. Je trouve la remorque plus pratique à utiliser avec Optimus lorsqu'elle est debout, pour s'en servir de base de réparation. Par contre, si j'avais avec Totron et quelques figurines Ghostbusters à leur échelle, la remorque ouverte à l'horizontale pourrait être parfaite pour une base mobile. Avant de donner mon ressenti final sur cet Optimus, je vais laisser Magnus vous donner son ressenti sur cette figurine, et plus particulièrement sur le MP10 si ce molde l'a marqué. Tout comme toi leader, la première fois que j'ai eu le molde MP10 entre les mains, c'était avec ce MP10G. Paradoxalement, si je trouve le MP10 excellent, deux choses ont fait que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me le prendre. Déjà, j'ai fait l'acquisition du MP01 en 2010 et il me convenait parfaitement au moment de la sortie de son successeur. Et deuxièmement, j'ai tellement vu, revu et encore revu ce mold via de très nombreux repaints, recommercialisations et KO en tout genre, que j'avais déjà l'impression de le connaître, quelque part je ne voyais presque plus l'intérêt pour moi de le prendre. Puis finalement est arrivée cette version MP10G que j'ai pu me prendre avec une grosse réduction chez Micromania à 75€. J'avoue ne pas avoir été déçu. Ce mold est tout ce que j'imaginais, ni plus ni moins, une version très réussie de Prime, effectivement plus aboutie globalement que le MP01, et qui mérite sa place dans ma collection. Maintenant, à voir si un jour je me procurerai le MP10 de base, seul le temps le dira. Et pour ma part, la question est assez vite répondue. Je n'ai pas besoin du MP10 en version normale dans ma collection. Maintenant que j'ai vu ce que donnait le mold en main, je n'ai pas besoin d'avoir une nouvelle version. Et comme j'ai dit plus tôt, le MP10 n'est pas à mon goût pour Optimus normal, même si je m'y suis bien habitué. N'entendez pas par là que je préfère le MP44, parce que vous savez que je n'aime pas ce qui se rapproche trop du cartoon. Surtout quand ça pose d'énormes problèmes. En tout cas, je te comprends pour ce qui est de voir le MP10 au point de ne plus le vouloir. Entre les rééditions annuelles dans des couleurs toujours plus étranges et des copies agrandies, diminuées ou identiques, on finit par ne plus rien avoir à découvrir dessus. Et pourtant, rien n'enlève l'impression de grandeur et de finition travaillée quand on ouvre la boîte. Et donc, pour ce MP10G, pour moi, c'est une réussite, tout autant par un choix de couleur qui me plaît que par mon acquisition d'un mold si utilisé qu'il devient impossible de ne pas l'avoir. Est-ce que je vous le recommande ? Si vous pouvez encore le trouver pour 80€ environ à Micromania, alors c'est un achat qui doit être effectué. Si vous le trouvez plus cher, alors les défauts dus à la surutilisation et le manque d'intérêt pour Ghostbusters peuvent facilement vous faire changer d'avis. En tout cas, de mon côté, je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Merci à vous d'avoir regardé cette review et merci beaucoup Magnus d'avoir bien voulu participer. Je ne me rends pas compte des 200 reviews que j'ai faites, mais je suis vraiment fier de m'être tant amélioré en 7 ans et demi. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Faites un tour sur YouTube si vous voulez soutenir ma chaîne et rejoignez l'Arche pour discuter avec le fandom francophone. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de fin un jour et salut.